Lundi 5 février 2018, merci de votre fidélité sans cesse renouvelée au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, au lendemain du 4 février 2018, journée cruciale pour les élections communales du 4 février évidemment. Après plus de 10 ans, la Guinée était donc hier au rendez-vous de ces élections très attendues qui devra donc voir l'élection de nos dirigeants locaux. Un rendez-vous qui a été marqué par beaucoup d'abstention selon les constats, mais aussi beaucoup de velléités de fraude, d'implication des agents de l'État, des administrateurs territoriaux. En tout cas, le bilan, à notre façon, nous essaierons de le faire sur ce plateau, dans cette émission et dans cette première partie de Café Débat, en 15 minutes notamment. Et pour cela, je reçois nos deux confrères sur ce plateau. Sekou Jamal Pendessa, rédacteur en chef du groupe Gangan, qui a aussi déployé ses éléments sur le terrain pour couvrir cette journée importante d'hier, dimanche 4 février 2018. Pendessa, bienvenue sur ce plateau. Merci Ouri. Et puis avec lui également Sourikandia Bangoura, il est reporter, il était sur le terrain, il était au bain des réalités des bureaux de vote, mais aussi des CACV pour l'opération de centralisation des voix jusqu'à hier 1h du matin, il était sur le terrain. Sourikandia, bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi. Et je rappelle que dans la deuxième partie de cette émission, bien entendu, je recevrai M. Aboubakar Kamara, il est le secrétaire général de l'URTELGI, pour parler de cette nouvelle expérience, comme c'est devenu une tradition évidemment, la synergie des radios qu'il y a eu hier pour évidemment prendre l'ambiance qu'il y a sur le terrain à l'intérieur du pays, aux quatre coins de la Guinée, mais aussi ici à Conakry, puis ce qui s'est soldé par une soirée électorale qui a donc vu les reporters remonter les premiers résultats disponibles au devant des bureaux de vote. Là-dessus, je recevrai Aboubakar Kamara dans la deuxième partie de cette émission. Mais d'ici là, on va rapidement aborder ce sujet concernant la corporation. Il s'agit d'une date souvenir aujourd'hui, le 5 février, certes lendemain des élections, mais c'est cette date à laquelle notre confrère Mohamed Koula Diallo a été froidement abattu aux abords du siège de l'UFDG. C'est vrai que cette date arrive dans une ambiance électorale qui est un peu occulte, ce souvenir-là, il faut qu'on en parle. Et entre-temps, on a connu, vous l'avez su, ce verdict qui n'a pas du tout satisfait toutes les parties impliquées dans ce procès, Mohamed Koula. Oui, vous l'avez rappelé, triste anniversaire, je crois l'an 2 de la mort de Absolument, Koula. ça fait 2 ans aujourd'hui. 2 ans aujourd'hui, et chaque fois qu'on évoque l'histoire Koula, je me retrouve dans une tristesse profonde. Pour deux choses, d'abord en tant que confrère, mais aussi en tant qu'ami. Je vous ai rappelé à l'occasion de plusieurs émissions ici, je vous ai rappelé que j'ai longtemps travaillé avec Koula sur le terrain. Il a été parmi nous au niveau du procès AOB, des dossiers que la plupart des journalistes n'avaient pas voulu couvrir pour beaucoup de difficultés. Beaucoup fuyaient ce dossier-là. Mon caméraman Douba Kamara est là, il le sait. Même au sein des rédactions, quand on évoquait des sujets de procès, certains caméramans disaient non, laissons demain, aujourd'hui on se repose. Koula était là tous les jours. Ouais. Donc on a tissé des bonnes relations avec beaucoup d'autres amis. Donc c'est pourquoi le jour où il a été tué, quand Madame Bari m'a évoqué, quand Kadiatou Diallo m'a informé, c'est elle qui était sur le terrain, j'étais à la maison ce jour-là, je me reposais. J'ai dit non, c'est pas vrai, Koula décédé. Elle m'a dit oui. Donc j'étais abattu. Aujourd'hui, l'an 2 de Koula, toujours pas la vérité. Ouais. Il y a eu la justice, mais pas la vérité ouais. D'abord. Une justice, en tout cas au goût d'inachevé. Si on peut accepter le terme de justice partielle, vous comprenez, elle ne nous a pas livré toute sa plénitude, puisqu'on a voulu savoir réellement qui a tué notre confrère. Mais très malheureusement, on nous a présenté un verdict qui continue d'alimenter les débats dans la cité.
Et comme on l'a toujours dit, on n'a aucune hésitation de critiquer les décisions de justice. Le principe qui avait consacré cette interdiction est dépassé. Vous comprenez, donc on le dit, moi je le réitère, je ne suis pas satisfait de cette décision de justice pour la simple raison qu'on ne sait pas qui a tué. Et il y a beaucoup de contradictions. Quand vous lisez l'arrêt, vous voyez beaucoup de contradictions. Donc ce n'est pas à moi de revenir sur ça, on a déjà en parlé. Ce qui reste clair, rendons hommage à Koula, continuons à œuvrer pour que tôt ou tard la vérité jaillisse dans cette affaire. C'est ce qui pourrait apaiser un peu la tristesse, c'est ce qui pourrait amener la famille à observer le deuil tranquillement, puisque jusqu'à présent c'est vrai, le deuil a déjà été observé, mais dans un esprit confus. Voilà. 5 février 2018, alors on va dire 5 février 2016, 5 février 2018, 2 ans maintenant que Mohamed Koula, journaliste à l'époque pour le site d'information guinée7.com, a été assassiné au siège de l'UFDG. On s'en rappelle une fois encore, et pendant ce temps, une justice a été rendue, un verdict est tombé, sauf qu'il n'a pas comblé les attentes. Il n'a pas satisfait ni la corporation, ni la famille biologique de Mohamed Koula Diallo. Il faut se rappeler de cette date, malgré que c'est une journée qui a occupé les esprits vers les élections, les résultats, ainsi de suite. Il faut faire l'effort de un peu se remémorer de cette date. Oui, ça c'est une évidence, on le sait déjà. Ça fait 2 ans, on ne parle que de ça. Et ça fait 2 ans qu'on réclamait la justice, même s'il y a seulement moins de 2 mois que le verdict final est tombé. Et un verdict qui, en tout cas, aux yeux des observateurs et de nous les journalistes de la corporation, c'est un verdict qui reste à désirer. Ça c'est un. Ce qu'il ne faut pas oublier, eux, peut-être on dit bien que le sorcier oublie toujours, mais les parents de la victime n'oublient jamais. Donc Mohamed Koula, c'est un de nous. Et il est parti aujourd'hui, en tout cas lâchement assassiné, parce que tout simplement il était là où les personnes ne voulaient pas qu'il soit. Sinon, il était là pour faire un travail professionnel, être au contact des informations. Donc il est parti, ça fait 2 ans, et 2 ans pendant lesquels on demandait la justice. Une justice qui a fait semblant de travailler, ça n'engage que moi, et j'assume ce que je dis, qui a fait semblant de travailler, qui a donné un verdict qui n'est pas, en tout cas, du goût de personne. Et c'est cette justice qui sait pourquoi elle a rendu de tels verdicts. Parce que si on se refait un peu du côté de la corporation des journalistes, on n'est pas satisfait. Sa famille n'est pas satisfaite. La partie civile, parlant des autres, ne sont pas satisfaites. Même la défense n'est pas satisfaite. C'est-à-dire, il y a eu condamnation, une personne qui aurait dit qu'il ne faut pas filmer, selon les informations qu'on a reçues. Et cette personne est condamnée à perpétuité. Est-ce que comme complice de l'assassinat. Comme complice de l'assassinat. Il s'agit justement de Mohamed Tchangel. Voilà. Donc, Suleiman Tchangel, je voulais dire, est-ce qu'on devait mourir ou être condamné à perpétuité parce que tout simplement on a dit qu'il ne faut pas filmer, en tout cas, ou bien on est complice. Ok, Mohamed Tchangel, Suleiman Tchangel est complice, mais il est complice de qui? Voilà. C'est là où le bas blesse. Nous, les journalistes, quand on est victime, on fait semblant de rendre justice, et c'est ça, c'est ce qui n'est pas normal. On n'apprécie pas. On se souvient du cas de Moussa Moïse. Dieu merci, il n'est pas mort. Mais il y a eu justice. Il y a eu un semblant de justice. Est-ce que après toute condamnation, on a trouvé le tireur? Non, on n'a même pas dit oui, c'est telle personne qui est le tireur, donc il faudrait le chercher. Ou sinon les commanditaires. Voilà, les commanditaires. Mais on n'a vu ni les commanditaires, ni celui qui a vraiment exécuté. On a pris juste quelques personnes, on les a condamnés, mais ça aussi c'est quelque chose. Cela, je me dis, une justice bien rendue, c'est un moyen de dissuasion. Bien. Non seulement la justice, mais c'est un moyen de dissuasion. Si réellement ceux qui ont posé ces actes-là ont été retrouvés, condamnés à la hauteur de leur forfaiture, on ne serait pas là. Regardez, pas plus tard qu'une semaine, c'est Abdul Latif qui a été victime aussi. Dieu merci qu'il a eu la vie sauve. Mais ça risque de continuer. Que Dieu nous protège, nous les journalistes, paix à son âme.
Je sais que son âme va reposer en paix parce que c'est quelqu'un qui est tombé les armes en main. Mais il faudrait que nous aussi nous vivons en paix. Pour vivre en paix, il faut une justice équitable. Voilà, parenthèse mémoire donc pour notre confrère journaliste Mohamed Koula Diallo qui a été donc assassiné, on se rappelle, le 5 février 2016 aux abords du siège de l'UFDG. 2 ans donc que Mohamed Koula a été assassiné. Entre-temps, et après qu'on ait ardemment demandé la justice, après tant de manifestations et tout, le verdict est tombé justement en fin d'année 2017, sauf que ça n'a pas du tout satisfait les aspirations, comme je l'ai dit. Une fois encore, c'est une occasion d'interpeller le ministère de la Justice, de remettre ce dossier sur la table afin de sortir et dévoiler le visage de la personne qui a tiré sur Mohamed Koula Diallo. On va passer au sujet du moment. Il s'agit donc de ce scrutin, de ces élections communales qui étaient attendues depuis plus de 10 ans. En fin de compte, la CENI a déployé les efforts pour que la date du 4 février soit au moins tenue, soit au moins respectée, pour qu'elle ne soit pas reportée comme on l'a toujours connu par le passé. Ouais, on y est allé, sauf que il y a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes depuis la journée d'hier. En partant d'abord du premier constat qui a été unanime chez tout le monde, le taux d'abstention ou la faible mobilisation, la faible affluence des citoyens dans les bureaux de vote. On ne sait pas par quel facteur expliquer cela. Et puis après, ça en est suivi je veux dire, cette accusation entre différentes parties en termes de velléité, de mascarade, de bourrage d'urnes, ainsi de suite. Comment expliquer d'abord ce faible taux d'affluence des citoyens? Si vous vous rappelez très bien, on en parlait samedi déjà dans le tour de l'actu à la radio. J'ai essayé de faire un pas en arrière pour rappeler, et je vous avais dit qu'il y avait la déception totale. Donc moi, je m'attendais à une grande abstention. C'est vrai que jusqu'à ce niveau, je ne pensais pas que ça allait partir jusqu'à ce niveau. Mais je savais qu'il y aurait quand même une abstention. Et d'abord, il faut aller dans les accords du 12 octobre. À partir du moment où les deux grands partis avaient décidé d'exclure les citoyens dans le choix de ceux-là qui doivent les diriger directement à la base, c'est-à-dire les chefs de quartier, cette fois-ci ce n'est plus eux qui doivent les élire directement, on va leur imposer. Donc ça a amené un certain désintérêt pour les citoyens. Pour les citoyens. Moi, la veille déjà, j'échangeais. Quand on a quitté le siège de l'URTELGI, là on a déployé les trucs la nuit, les reporters. Arrivé dans le quartier, j'ai causé avec des jeunes. Beaucoup disaient déjà, mais moi je n'irai pas voter. Je ne vais pas voter pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous comprenez? Donc on faisait allusion à ces chefs de quartier. Les gens oublient cela. Ça intéresse tellement les gens, puisque vous êtes en contact direct avec ces gens-là, les chefs de quartier. Et il y a beaucoup de choses. Lorsque on sait qu'on doit élire un chef de quartier, il y a cette question du voisinage. C'est mon voisin, il faut qu'il me voie aller le soutenir. Donc ça pouvait vraiment amener de l'engouement. Et lui-même en personne, il pouvait vraiment mobiliser. Ça n'a pas été le cas. Et puis, ça c'était la première déception. Deuxième déception, on a dit oui, cette fois-ci le code électoral a été révisé, la possibilité est donnée aux candidatures indépendantes, aux personnes, aux individus de se présenter en tant que candidats indépendants. Donc là également, il y avait de l'espoir, mais cette fois-ci ce n'est plus la loi qui a bloqué les gens, mais les candidats indépendants qui avaient suscité un certain espoir, à la dernière minute, ils passent, ils balancent de l'autre côté. Il y en a qui se sont ralliés derrière les partis politiques, il y en a qui ont simplement démissionné et disent je ne vais plus me présenter. Donc c'était la deuxième déception. Les gens pensaient qu'on avait vraiment une alternative crédible, c'est-à-dire tout le monde, ou bien la plupart des citoyens étaient prêts à répondre à ces partis politiques en votant cette fois-ci pour les candidats indépendants. C'était vraiment la posture qui était là, la meilleure. Mais sauf qu'à la dernière minute, comme je le disais, quand on apprend tel est parti de l'autre côté, au moins si on se limitait à des démissions pour dire je ne vais plus me présenter, mais on apprend que tel est parti rejoindre tel. Les candidats indépendants. Les candidats indépendants. Par rejoindre les partis politiques. Les gens, cette crise de confiance qui était là d'ailleurs
entre les citoyens lambda et les personnalités dirigeantes s'est accru, puisqu'on s'est dit, vous voyez à qui il faut faire confiance dans ce pays-là. Voici sur qui on comptait qui rejoint. Qu'est-ce qui va me dire que le seul candidat indépendant qui est dans ma commune ne va pas rejoindre les partis politiques au lendemain des élections, puisqu'il y aura des négociations pour élire le maire. Tout à fait. Donc c'était une deuxième déception, d'ailleurs la plus grande, ce qui fait que les gens se sont dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je préfère rester à la maison, me reposer, que d'aller perdre du temps derrière des gens comme ça là. Donc c'est les deux facteurs, et la classe politique nous a fatigués de tellement combien d'années, on nous fait monter, descendre, c'est des problèmes sur problèmes, il y avait du dégoût total dans la cité, donc il ne faut pas que cette abstention surprenne les gens, sauf que ce sont ces acteurs politiques qui sont interpellés, qu'ils comprennent que vraiment aujourd'hui, on ne doit pas être fier, même si ceux-là qui vont être élus, parce qu'il ne suffit pas d'être élu, c'est pas ça le problème, mais il faut être sûr de sa légitimité. Lorsque cette légitimité n'est pas là, c'est-à-dire vous n'avez pas bénéficié d'un soutien populaire, vous-même, vous vous reprochez quelque chose dans la tête. Donc voilà le message fort renvoyé par le peuple de Guinée, cela veut dire chacun doit se remettre en cause. Ouais. C'était le message des abstentionnistes, le fait de ne pas aller aux urnes. Il faut peut-être prendre ça en compte, il faut questionner ce phénomène, pourquoi les gens ont préféré rester à la maison que d'aller voter. C'est très important. Oui, quand vous étiez sur le terrain, dans les bureaux de vote, dans les quartiers, justement sur le volet faible mobilisation des citoyens, faible affluence des citoyens dans les bureaux de vote, quel constat on a fait? Est-ce que c'était vraiment le cas dans la journée d'hier, 4 février? Affirmatif, c'était le cas. J'ai commencé, vous le savez déjà, j'ai été déployé sur une zone bien déterminée, et moi je ne me suis pas limité là parce que tout simplement... notamment dans la commune de Matoto, par exemple, si je prenais de Lansanaya à Dabondi, ça c'est la commune de Matoto, et si j'ai eu la possibilité de partir ailleurs, c'est que je voulais voir clairement si c'est Matoto seulement qui s'est abstenu. Par exemple, quand on prend les 959 bureaux de vote dans la commune de Matoto, et il y avait le nombre de votants était de 474 252 électeurs. Mais fort malheureusement, plus de la moitié n'ont pas voté. Ici, mais c'est vrai que je n'ai pas le taux d'abstention, mais c'est facile de le savoir tout de suite. Vous allez dans un bureau de vote. Si vous prenez par exemple Simbaya École, où il y avait 12 bureaux de vote dans l'école, dans l'enceinte de l'école, et vous pouvez partir normalement. Quand vous prenez un bureau de vote où il y a par exemple 253 personnes qui sont inscrites sur la liste, et qu'on vous dise que le nombre de personnes qui ont voté c'est 103 personnes. Ça vous dit ça vous prouve à suffisance que les gens n'ont pas bougé. Plus de la moitié sont restés à la maison. Et pour quelle raison? Par exemple, j'ai approché quelques personnes qui m'ont fait comprendre que chaque fois qu'ils ont voté, et qu'elles ont voté, que pratiquement que le résultat de leur voix n'a pas porté fruit, parce que tout simplement l'État ou la CENI a tout le temps changé les résultats. Donc ça fait que pratiquement ça ne sert à rien de fournir de l'effort. Et je me suis demandé, j'ai dit, mais alors pourquoi aller battre campagne? On vous a vu battre campagne, les rues étaient vraiment débordées, disons comme ça, de personnes, et les véhicules ne marchaient pratiquement pas. Ils nous ont dit tout de suite, il y a un jeune qui m'a dit, monsieur, l'argent qui nous a été donné, c'était pour battre campagne, c'était pas pour voter. On nous a donné, tu m'as donné un exemple, tu me donnes de l'argent pour que je danse pour toi, je vais danser pour toi. Mais le reste, ça me revient. Et tu ne peux pas m'obliger quand même de voter pour toi. Vous m'avez appelé de vous soutenir. Donc je vous soutiens jusqu'à ce niveau, le reste me revient. J'ai le droit de voter ou ne pas voter, ou de voter pour toi ou pas. Très dommage. Donc c'est ce qui illustre aujourd'hui ce qui est en train de se passer sur le terrain. Pratiquement, les gens, la majeure partie des gens que j'ai rencontrés m'ont dit, et puis il faut noter entre parenthèses que c'est des vieilles personnes qui ont voté massivement. Plus que des jeunes. Plus que des jeunes. Vous partez, vous trouvez un groupe de jeunes
ils ne font rien. Ils savent qu'il n'y a pas d'affluence dans les bureaux de vote. Ils pouvaient aller voter, mais sauf qu'ils n'ont pas bougé du tout parce qu'ils se disent que ce n'est pas la peine. Et ils sont déçus, non seulement, comme l'a dit Pendessa, déçus de la classe politique, déçus même des candidats indépendants qu'ils attendaient avec beaucoup d'attention. Peut-être qu'ils n'ont pas aussi bien pris la mesure des enjeux de ces élections locales, se dire que ça leur permettrait justement d'élire des gens qui vont résoudre leurs problèmes à la base, qui seront au plus près d'eux pour chercher à comprendre quels sont leurs problèmes et chercher les solutions idoines à ces problèmes. Bon, qu'à cela ne tienne, le constat a été fait, c'est unanime, il y a eu un très faible taux d'affluence des citoyens dans les bureaux de vote. Comment faire pour comprendre cela? Quelle réponse faudra donner à cela à l'avenir? Nous reviendrons sur tout ça. Autre aspect, c'est, je l'ai dit aussi, il y avait au rendez-vous du scrutin d'hier les velléités de fraude ou sinon des cas de fraude constatés. On a vu par exemple la société civile qui a fait un peu son bilan à la mi-journée d'hier, qui pointait du doigt par exemple certains ministres de la République, certains préfets, même des députés à l'intérieur du pays et à Conakry ici, qui se sont livrés à ce genre de situation. On va dire, je veux dire, est-ce que ça n'a pas sapé l'effort du président de la CENI et de toute son équipe d'imprimer à ce scrutin toute la crédibilité qu'il méritait? Moi, ça ne m'a pas surpris aussi, cet autre facteur. On savait déjà que... Les cas de fraude... oui, les cadres de l'administration publique étaient prêts à tout faire pour faire l'affaire du pouvoir en place. Puisque Alpha Condé, c'est un stratège. Vous voyez le pion qu'il a poussé quelques jours avant l'ouverture officielle de la campagne. Il a fait circuler des rumeurs d'un remaniement ministériel. Du coup, et il y en a qui ont levé les voix pour dire que toute personne qui ne battrait, tout cadre qui ne battrait pas campagne pour le président ne mérite pas son poste. Ouais. Donc du coup, tout le monde était obligé. Il y a eu une vague de mobilisation. De cadres pèlerins à l'intérieur du pays. Si vous l'avez constaté, même Mamadi Oula, qui ne sait pas faire de la politique, était obligé de battre campagne. Ouais. Vous comprenez, puisque lui aussi son poste était en jeu. Il fallait se lever pour sauver son poste. Et les mauvaises habitudes là, ce n'est pas la première fois. Depuis autant de comptes, c'est la même chose. Alpha est venu, il a continué sur le même schéma. Il a réédité les mêmes attitudes, les mêmes stratégies. Et toutes les fois qu'on a évoqué des fois, à un moment, Ganga avait diffusé des images extraordinaires. Je pense que c'était en 2015. Vous vous rappelez très bien. Et cette fois-ci, on n'a pas eu à diffuser certaines images, mais quand même, il y avait des reporters déployés sur le terrain, non seulement pour la rédaction, mais pour la synergie aussi, qui nous a permis d'avoir beaucoup d'idées sur le déroulement de ces votes. Ces cadres-là ont tout fait, ils ont réussi le pari, puisqu'on n'a pas encore les résultats officiels, mais les cas de fraude sont avérés, même si de l'autre côté, on accuse aussi l'opposition, pour dire que l'opposition aussi s'est livrée à des cas de fraude. Voilà. Donc on s'accuse entre oui, c'est des accusations et contre-accusations en attendant que la justice ne fasse son travail, mais c'est pas évident. Mais c'est des choses, on peut dire, qui ont quand même sapé l'effort de la CENI. Non, ça c'est une réalité. C'est une réalité et ça vient encore... c'est que quand je disais tout à l'heure, c'est-à-dire parmi les facteurs qui ont découragé les citoyens à aller voter, il y a cette idée selon laquelle ma voix ne serait pas prise en compte. Ouais. Donc à quoi ça va servir? Je vais voter, les personnes mal intentionnées et l'organe électoral peut-être viendront changer la donne. Par conséquent, ça n'a pas de sens. Bien. Donc qu'est-ce qui va nous garantir que dans lors des prochaines échéances électorales, les citoyens auront le courage encore de venir voter. Puisque tout ce qui s'est passé là, c'est tellement grave. La CENI quand même a reçu un pari, c'est celui d'organiser les élections à date. Voilà. Donc on nous avait habitués aux interminables reports. Voilà, cette fois-ci, quand même, la CENI était bien partie, mais malheureusement, à la dernière minute, des personnes de mauvaise foi, ils sont venus saper les efforts. Et puis la CENI aussi peut-être pourra tirer les leçons pour contrecarrer, puisque ça a été une défaillance de la part de la CENI. Il fallait tout faire pour prévenir ces cas de fraude, mais si elle ne l'a pas reçu, c'est vrai que les mauvaises intentions étaient plus nombreux. Absolument. Mais elle aussi
elle n'a pas pris toutes les les dispositions. Et c'est un scrutin qui est tellement compliqué, qui se passe dans les communes rurales, les communes urbaines. C'était difficile à gérer. Seule l'administration publique avait la possibilité de contrecarrer les fraudes si elle avait l'intention. Si elle avait la bonne foi. Puisqu'elle est présente partout, jusqu'au dernier village, mais aucun parti politique, même l'UFDG, qui est le premier parti de l'opposition, ne peut pas vous dire qu'il était présent, ou l'UFDG, elle était présente partout. Dans tous les bureaux de vote. Vous comprenez? Donc, voici un peu la situation. Donc, c'est encore carton rouge pour le pouvoir d'Alpha Condé. Bien, oui, Kandja, une fois encore sur le terrain, puisque vous étiez sur le terrain, la plupart des acteurs, surtout de l'opposition, qui ont été interviewés hier, font cas des cas de fraude de la part du parti au pouvoir, des intimidations des ministres, des cadres dans les bureaux de vote. Est-ce que sur le terrain, vous avez constaté ces situations pareilles? Oui, j'ai constaté beaucoup d'irrégularités. Il faut noter d'abord que dans les bureaux de vote, par exemple, si vous prenez la commune de Matoto toujours, parce que c'est un échantillon et c'est une commune vraiment importante, il y a 17 candidats. Vous partez dans les bureaux de vote, vous constatez que dans les 559 bureaux de vote, pratiquement le RPG était représenté partout, l'UFDG aussi. Mais il y a des partis qui n'ont pas eu les moyens de représenter, en tout cas qui n'avaient pas leurs représentants dans tous les bureaux de vote. Et il faut noter aussi que le RPG, d'ailleurs, dans tous les bureaux de vote, a envoyé 2 représentants. C'est-à-dire le premier qui est son délégué, le second le suppléant. C'est-à-dire c'est quand il doit se déplacer, il se fait remplacer par son suppléant qui attend dehors. Même si par endroit, les 2 étaient dans la salle, c'est-à-dire 2 représentants de RPG contre un représentant de tous les autres. Et la candidature indépendante, il n'y avait que la Guinée audacieuse qui était représentée dans beaucoup d'endroits. De l'Omanie dorée. Voilà, quasiment partout où je suis passé. Mais vous avez constaté qu'ils sont tous représentés, la majeure partie, les grands partis. Mais il faut noter que je n'ai jamais vu un bureau de vote dans lequel il y avait au moins 8 délégués. Il y avait le maximum, c'était 6 délégués, parce que les autres n'ont pas amené. Donc, en parlant toujours de fraude, moi j'étais à 14 h déjà. J'ai appelé la synergie, Pende Sahela, je l'ai même appelé pour lui dire qu'il y a des incidents qui sont signalés du côté de Yimbaya Aïchaba, parce que dans l'enceinte de l'école, il y avait 22 bureaux de vote. Donc c'était un point aussi stratégique pour les partis politiques. Mais c'était une fausse alerte, c'était des jeunes qui voulaient profiter de cette situation pour faire éliminer carrément cet endroit, l'école, les 22 bureaux de vote. Mais à partir de 16 h déjà, des velléités ont commencé. J'ai fusionné par exemple Simbaya École, Simbaya 1, Tanene, Yimbaya, Sangoya, Anta. Et ici, auprès du lycée Yimbaya, c'était la même chose. Il y avait des tentatives, mais les gens ne se laissaient pas faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passait? Tu viens, tu votes, tu attends dehors, parce que tu as appris que ton parti ne va pas passer. Pour la majeure partie des cas, c'était le RPG qui était pointé du doigt, qui veulent frauder. Si je prends l'exemple de Taneri, par exemple, l'exemple de Taneri, le président du conseil de quartier, le chef de quartier, lui, c'était lui qui était là. Et c'était lui qui était pointé du doigt comme étant le commanditaire de ces cas de fraude. Et au même endroit, il y a eu des députés qui sont venus. Mais quand ils ont constaté, après la fermeture des bureaux de vote, tout de suite, ils ont demandé à tout le monde de sortir. Le chef de quartier a dit qu'il ne sort pas et les agents l'ont laissé. C'est ce qui a les agents de Lucelle, bien sûr. C'est ce qui a irrité la foule. Et ils ont voulu, ils ont même forcé la situation. Ils sont rentrés dans la cour. Dès que le président du conseil de quartier est sorti, les gens sont sortis de la cour. Donc pratiquement il y avait de calme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au même moment, on a malmené là-bas un représentant sur la liste d'un parti politique. Celui-ci aussi, ça a voulu créer des problèmes. Mais après, c'est les députés qui ont commencé à venir. J'ai vu 2 députés dans 2 partis de circonscription différents. Et on a même causé. Ces députés sont venus avec des jeunes qui l'ont posté. Ils disent ne vous regroupez pas, arrêtez-vous, partez par là. J'ai compris, j'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que, je me suis dit, est-ce que c'est pour guetter aussi, être aux aguets pour éviter d'être aussi triché? Mais sauf que j'ai compris qu'après,
si je prends toujours Simbaya 2, il y avait des gens qui voulaient vraiment faire... Donc il y a eu ces cas avérés de fraude. Pour terminer rapidement. Pour ces cas de fraude, il y a eu des caisses ont été découvertes, dans l'enceinte de l'école primaire Simbaya 3, Simbaya école, 3 caisses. Et le député rempli de bulletins bien sûr, cochés. Oui. Donc ils étaient obligés de détruire toutes ces 3 caisses là-bas pour que ça ne se retrouve pas du côté de la mairie. Bien. Et le chef de quartier aussi avait gardé 4 caisses dans son bureau. On l'a dit, s'il ne fait pas sortir, ils vont attaquer le siège du quartier. Et bien entendu, l'UCL est venu à temps. Ils ont pris les caisses, ils les ont amenées du côté. Voilà. Oui, prenez ça pour terminer. Au-delà de cette fraude de bourrage d'urnes flagrante qu'on a connue, la fraude flagrante, il y avait aussi d'autres fraudes bien planifiées, c'est-à-dire ils ont profité de cette grande abstention et surtout de ceux-là qui n'avaient pas retiré les cartes les votes par procuration, ils les ont utilisés en amenant des votes par procuration en abondance, alors qu'il y a un nombre bien limité selon par bureau la loi. De vote, 5 notamment. On donne à des partisans, c'est eux qui savent, qui viennent voter. On est rassuré que ceux-là vont voter pour tel parti. Donc ça aussi c'était tellement grave. Nous, à la synergie, on a eu à évoquer beaucoup de cas comme ça. Et il y a des gens qui sont venus aussi, qui avaient gardé une certaine abstention. À un moment, ils viennent voter, ils trouvent qu'on a voté à leur place. Qui a voté? Donc ça aussi c'était un problème. Oui, les distributions des cartes aussi ont continué jusqu'à 16 heures dans certains quartiers. Je pense que même notre technicien, on était ensemble à la synergie MEDA, est parti voter, il trouve qu'on a signé à sa place. Ouais, un peu. Donc la CENI aura vraiment beaucoup de choses à faire dans cette affaire. Pour quitter ce point-là, il faut noter on va terminer rapidement. J'étais tout de suite là à la mairie, à la CECI de Matoto. Un autre procès verbal m'a trouvé là-bas à 14h50. Aujourd'hui, 5 heures. Alors que tout le monde avait déposé avant 4h du matin, mais le procès verbal est venu à 14h50. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être une mosaïque de, comment on va dire, de contentieux électoraux à gérer à l'échelle nationale. La CENI va être envahie, les tribunaux vont être envahis. L'essentiel, c'est de recourir, justement aux voies légales, c'est-à-dire justement ces tribunaux à l'intérieur du pays, ces magistrats à l'intérieur du pays. Vous évoquez les difficultés. Il s'agit maintenant des tribunaux qui n'ont pas d'expérience en matière de gestion des contentieux électoraux. En tout cas, ce sera la première fois. Voilà. Oui, on verra bien comment tout ça va se gérer, on est pris par le temps. De toute façon, nous reviendrons là-dessus demain puisque ça continue. Les délais courent encore jusqu'à peut-être 2 jours pour les contentieux, ou sinon pour la proclamation des résultats provisoires, puis après suivra la période des contentieux et la proclamation des résultats définitifs. Nous reviendrons de bout en bout sur tout ça pour justement l'analyser et le faire comprendre à nos téléspectateurs. Merci, Vanessa, d'être passé. Merci beaucoup. Merci, Kanya. À très bientôt. Et puis, comme annoncé, dans la deuxième partie, je retrouve tout de suite Aboubacar Kamara, secrétaire général de Lior Tchelgi. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact
Kankankorossa 669 0059 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forecaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat consacré donc à la journée d'hier, journée cruciale du scrutin du 4 février des élections communales. Je l'ai dit tout à l'heure, l'URTELGI a encore renouvelé l'expérience de la synergie électorale, déployé une armada de journalistes sur le terrain pour prendre le climat qui prévaut ici à Conakry, aux quatre coins de la Guinée, dans les contrées les plus reculées justement, puisque les élections communales, ça s'est passé à l'échelle des petites localités jusque dans les communes urbaines, jusqu'ici à Conakry évidemment. Aboubacar Kamara, secrétaire général de l'URTELGI, avec moi sur ce plateau. Monsieur Kamara, bienvenue dans Café Débat. Merci, le plaisir est pour moi. Alors, l'URTELGI a cette fois-ci encore renouvelé l'expérience pour que ça devienne une tradition d'accompagner la journée du scrutin, du vote, par une synergie des radios, voilà, des radios privées en gros. Alors dites-nous, cette fois-ci encore, dans quelles conditions la chose a été mise en place, a été opérationnelle? Bon, écoutez, la synergie du 4 février dernier, hier, a enregistré quelques notes de particularité parce que tout simplement, comme d'habitude depuis 2010, l'URTELGI a toujours organisé des synergies avec l'appui des bailleurs de fonds à travers Cherche for Common Ground. Mais pour ces élections communales et communautaires, on a été informé tardivement vendredi soir par Cherche for Common Ground pour dire que malheureusement, pour des questions de contraintes budgétaires annoncées par les bailleurs, on n'a pas par les partenaires traditionnels. Les partenaires traditionnels, on n'a pas pu avoir le financement pour la synergie en ce qui concerne le déploiement, la formation et le déploiement des journalistes sur le terrain à travers tout le pays. Donc, aussitôt, comme on avait déjà commencé à l'URTELGI à travailler sur le déploiement déjà, en attendant la confirmation du bailleur, donc on avait travaillé sur une répartition à travers la cartographie de notre pays, avec un nombre de journalistes bien déterminé qui allait jusqu'à 200-250 journalistes, parce que, comme vous l'avez tantôt rappelé, il s'agit là des élections communales et communautaires, donc c'est des élections de proximité, c'est des élections locales qui concernent les populations à la base directement. Donc c'est pour vous rappeler ici toute la sensibilité qui entoure ce scrutin qui s'est passé hier. Donc, mais l'URTELGI étant l'association quand même fêtière des médias, on s'est dit, le vendredi, l'information tombe la nuit, qu'est-ce qu'il faut faire pour déployer les journalistes à travers le pays, parce que c'est le petit problème qu'on a eu. Déjà, on s'est dit, à l'image des autres synergies qu'on a l'habitude d'organiser, les partenaires savent que leur apport financier à l'URTELGI dans le cadre de cette organisation de la synergie, c'est de l'ordre de 10%. Parce que quand vous prenez les médias que nous sommes, nous avons déjà ce que nous appelons l'équipe en place. Parce que vous avez déjà les locaux, vous avez les journalistes qui sont déjà là, qui sont des journalistes déjà qui peuvent être déployés sur le terrain. Donc l'argent qu'on recevait, c'est juste pour servir de transport pour certains journalistes qu'on a créé jusqu'à 0 pour l'intérieur du pays. Justement. Et après la synergie, le temps d'antenne, donner quelques primes aux radios en termes d'émoluments pour justement le programme qui a été écourté pour l'occasion. Donc on s'est aussitôt mis à la tâche, on a appelé les membres du bureau exécutif de l'URTELGI qui sont venus. Nous sommes restés tard la nuit, le vendredi on a fait une première réunion, le samedi encore on a fait la deuxième réunion et nous avons retravaillé sur une nouvelle répartition à travers tout le pays, puisqu'on ne pouvait pas prendre maintenant les journalistes, le temps faisait défaut, de Conakry jusqu'à Zérékoré, on était obligé de travailler sur un autre plan B, c'est-à-dire un autre schéma, une autre répartition sur le terrain avec les radios dans les différentes
comment dirais-je, régions administratives, mais aussi dans les différentes villes. Est-ce que vous comprenez? Donc on est parti, et avec la représentation en termes de correspondance de ces radios dans les autres localités où il n'y avait pas les radios de l'Urtelgui. Donc c'est ce travail qui a été effectué jusqu'au samedi tard la nuit vers 0h, on a pu terminer. Nous étions en rapport direct avec l'ensemble des directeurs de ces radios. C'est le lieu d'ailleurs de féliciter quand même l'esprit d'ouverture et de compréhension de tous ces directeurs qui ont compris la teneur et la portée de la chose qui est ces élections communales et communautaires, et aussitôt qui ont donné leur cutis, ils ont donné leur assentiment quant à la réalisation de cette synergie de façon gratuite. Donc, justement, et quel est le nombre justement de radios privées qui ont accepté d'adhérer à l'esprit de cette synergie et qui ont synchronisé toute la journée d'hier? Vous savez, sur un nombre total de 53 radios aujourd'hui de l'Urtelgui, membres de l'Urtelgui, il y a eu 50 radios qui ont synchronisé. Donc on a eu des cas de dissidence au nombre de 3. Voilà, peut-être qu'on reviendra là-dessus, mais il y a eu donc 50 radios synchronisées. 50 radios synchronisées à travers tout le pays, et jusqu'aujourd'hui, maintenant, là, nous sommes en train de recevoir des messages de félicitations de la part de certains responsables des institutions. Je vais nommer ici Madame la présidente du Conseil économique et social, qui a appelé personnellement le président d'honneur de l'Urtelgui, Boubacar Diallo, pour présenter, pour lui signifier tous ces encouragements par rapport au travail professionnel qui a été abattu hier par l'ensemble de ces journalistes qui avaient été déployés sur le terrain, mais aussi avec le concours surtout d'un desk central composé de la totalité des rédacteurs en chef des différentes radios sur Conakry. Et évidemment les techniciens, les journalistes déployés. Donc on peut dire qu'à la fin du compte, 50 radios synchronisées, une synergie basée sur le scrutin de 6h jusqu'à 0h30 du matin. L'Urtelgui a fini, vu que les partenaires traditionnels, je ne sais pas si c'est l'USAID, si c'est PNUD, qui n'ont pas donné de l'argent cette fois-ci, l'Urtelgui a donc, je veux dire, mis la main à la poche pour prendre en charge les frais de déploiement de certains journalistes et tout ce qui va avec. Oui, justement, l'Urtelgui, on s'est dit, bon, les journalistes, ils vont être déployés sur le terrain, ils ont besoin de se mouvoir, ils ont besoin peut-être de payer de l'eau, se déplacer. Donc on a trouvé un montant vraiment symbolique de 100 000 francs qu'on a donné à l'ensemble des 150 journalistes qui avaient été déployés sur le terrain à travers tout le pays. Donc les directeurs ont accepté, et ces journalistes étaient très contents d'accompagner. Et après, nous sommes en train encore de recevoir le rapport de ces journalistes qui disent avoir été très contents de recevoir ce montant symbolique, mais aussi de travailler surtout pour l'émergence d'une presse vraiment responsable, une presse indépendante. Je crois que c'est ce qu'on a vu hier, et la synergie, grosso modo, a été une réussite parfaite, une réussite totale, donc on ne peut que s'en féliciter. Bien, c'est une synergie qui avait finalement pris fin justement à 0h hier, 4 février. Peut-être que s'il y avait disponibilité de moyens, est-ce qu'il serait nécessaire de continuer? Parce qu'on a vu que ça avait retenu l'attention des uns et des autres. Tout le monde était scotché sur la synergie toute la journée d'hier jusqu'à la nuit. Ici à Conakry, à l'intérieur du pays, dans les petits villages, les gens faisaient signe qu'ils écoutaient la synergie, ils écoutaient les interventions des leaders politiques, des candidats indépendants, mais aussi des acteurs de la société civile, tous les messages de paix qui ont été diffusés. Bref, on aurait pu continuer aujourd'hui ou demain s'il y avait des moyens, parce qu'effectivement, même s'il y a la volonté, mais il faut aussi qu'il y ait les moyens de maintenir les gens sur le terrain, d'accompagner les médias aussi qui livrent leur antenne à ce bénévolat, on va dire. Voilà, bon, voilà, comme vous l'avez dit, effectivement c'est ça. S'il y avait les moyens de maintenir les équipes sur le terrain ou même augmenter encore, je crois que les radios pouvaient continuer. Mais aussi, il y a l'autre facteur, peut-être les radios Conakry on peut comprendre, mais l'intérieur du pays où les radios tirent le diable par la queue, c'est très difficile. Il faut mettre le carburant peut-être dans les groupes. Le carburant dans le groupe, donc c'est pour vous dire le sacrifice, tout le sacrifice est abattu hier par ces responsables de médias, parce qu'on a commencé de 6h jusqu'à 0h passée, les groupes étaient allumés de part et d'autre à l'intérieur du pays, les gens où il n'y avait pas le courant. Donc, et effectivement, comme vous le dites, les moyens étaient dégagés pour maintenir, ne serait-ce que les journalistes sur le terrain, les perdièmes et autres, là, les frais de déplacement. Je crois que les responsables de
de médias que nous sommes, nous pouvons peut-être élargir la synergie pour un autre jour, juste le temps de connaître les différents résultats. Parce que c'est un scrutin très complexe. Très complexe. Et très on voit un peu à l'horizon une mosaïque de, comment on va dire, de contentieux. Ouais, un peu partout en Guinée. Peut-être qu'il faut avoir des gens braqués sur ça, des journalistes braqués sur ça, pour remonter l'actualité qui va prévaloir à l'intérieur du pays, que ce soit en termes de tensions, voilà quoi. Ou sinon, je ne sais pas, d'incidents, mais ce serait très important, ça aurait été très important en tout cas. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir pour terminer du contenu de cette synergie d'hier en termes de personnalités qui sont intervenues, des informations que les journalistes ont remontées, soit les cas de fraude ou sinon des résultats provisoires disponibles, les acteurs qui ont pris la parole sur la synergie des radios hier. Non, je crois que sur le contenu, le programme et autres, c'était une synergie qui était très pondérée en termes de hauteur. Parce que quand vous voyez l'intervention et la qualité des intervenants, leur statut et autres, je crois que ça a été très bien. Mais aussi du côté des journalistes qui ont carrément répondu, qui ont accepté d'assimiler les règles qui avaient été dictées par les rédacteurs en chef avant que on ne commence la synergie, parce que nous, justement, on connaissait la sensibilité de ces élections communales, donc on a donné toutes les informations, les consignes strictes aux journalistes, et je crois que ça a été une fierté pour nous quand on a vu que les jeunes sont restés dans les limites de la loi pour donner les informations qu'on était en train de remonter, donc c'était vraiment une fierté, et je crois que c'est ce qui nous a prévalu jusqu'à maintenant, là, les remontées de félicitations qui sont en train de venir un peu partout. Donc on profite de l'occasion pour remercier tous les journalistes qui étaient déployés sur le terrain, les techniciens, mais aussi les rédacteurs en chef au niveau d'IDEX, la coordination, l'URTELGI qui a coordonné tout ça avec Talibé Bali, Cheikh Sadi Bondoy, qui ont fait carrément avec moi 2 jours sans dormir, y compris les autres, mais aussi l'URTELGI, les autres techniciens, mais aussi comment dirais-je, les autres qui ne sont pas journalistes, mais qui étaient dans les couloirs en train de travailler 24 heures sur 24, c'est le lieu de remercier. Vous étiez là-bas, vous avez sans doute vu, comment dirais-je, une armada de personnes. Et voilà, ça sortait de tous les côtés, et tout l'agencement de tout ça, je crois que ça a été des efforts surnaturels, surtout que l'heure nous a été comptée, parce que c'est un jour, on a pris la décision de faire tout ça et de mettre toute la machine en branle. À chaque élection, sa synergie, c'est désormais une tradition en Guinée, et l'URTELGI n'a pas, on va dire, n'a pas manqué à cette tradition cette fois-ci. La synergie communale 2018 a été donc lancée hier, 6 h du matin jusqu'à 1h30 hier, à la satisfaction des électeurs, à la satisfaction des acteurs impliqués dans le processus, acteurs de la société civile, acteurs politiques, puisqu'ils ont tous pris la parole hier justement sur cette synergie, malgré les difficultés bien entendu que la structure qui a organisé justement a donc, on va dire, enregistré. On va dire quoi, peut-être bonne chance pour d'autres expériences, avec bien entendu le concours des partenaires dans cette affaire. Merci d'être passé et à bientôt. Le plaisir était pour moi. Merci beaucoup. À vous, merci de votre attention. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat, bien entendu. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.